Bonjour tout le monde. Ça va être un petit peu complexe parce que la santé est un point très important au niveau de la rue et parce que en fait c'est même une des grandes missions. Ça leur permet d'aller vers des jeunes qui ne sont pas du tout en demande. Alors comment approcher des jeunes qui n'ont rien demandé? Et ben, en fait, le moyen qu'a trouvé Ardarius, c'est de le faire en s'occupant de leur santé. Il faut savoir que les jeunes, ils sont méfiants, comme ça a été dit depuis le début, vis-à-vis des adultes. Donc, pour pouvoir les approcher, les aborder, il faut aller vers eux, leur montrer, entrer dans leur monde et organiser des rencontres à la carte pour chaque jeune. Donc, il y a une psychologue dans l'équipe qui s'appelle Hortense Brett. Elle organise des rencontres à la carte qu'elle a nommées. Alors, je ne sais pas si c'est elle ou vous qui avez nommé ça des blabla billard ou des blabla parc en fonction du lieu. Et Hors la rue, comme l'a dit tout à l'heure Séverine, a créé 6 podcasts. Et dans l'un d'eux, il y a votre médecin qui est bénévole, Marina, montre qu'elle doit s'adapter à son public, sortir de sa zone de confort pour pouvoir obtenir des petites choses, des approches de ces jeunes. Un homme, assis sur le dossier d'un banc, m'interpelle et me demande qui je suis. Je lui réponds, je suis médecin. Je le laisse là pour me concentrer sur mon objectif, Olivia. Olivia et ses plaies plein les bras. Je m'empresse de rejoindre mes collègues. Je ne m'habitue pas à voir ces adolescentes dans cet état. Aujourd'hui, Olivia a des collants craqués, 2 doudounes sur un décolleté, un maquillage étalé sur toute la face et les yeux qui ne sont plus alignés avec ses orbites. À côté d'elle, un énorme sac de voyage, à l'intérieur des sacs à main de contrefaçon qu'elle vient de voler sur un marché. Elle me raconte qu'elle vient de se battre avec 2 ados qui en voulaient à son argent. Ils lui ont piqué 250 balles et il était en train de prendre un rail de coke dans une laverie. La douane est arrivée, ils lui ont confisqué la drogue, mais ils l'ont laissé repartir avec les sacs. Je demande à Olivia si elle a faim. Elle accepte de nous suivre pour se poser à la terrasse d'un café. Elle parle beaucoup, elle parle vite, elle raconte ses aventures en rigolant. Pendant ce temps-là, j'observe ses bras toujours plus profondément entaillés. Ces entailles ne sont pas mortelles la plupart du temps, mais elles visent autre chose. Elles représentent un besoin d'anesthésier une douleur pour tester son existence. Il y a un niveau de douleur intérieure parfois si élevé qu'un besoin naît de la ressentir physiquement et d'abîmer son enveloppe corporelle pour se rassurer sur le fait que l'on est vivant. Pourquoi aujourd'hui la thématique de la santé prend de plus en plus de place dans vos interventions? Et en même temps, si vous pouvez nous dire, tout à l'heure, vous nous en avez déjà parlé vis-à-vis des différents professionnels qu'il y a. Donc, quelles sont l'équipe vraiment présente sur le terrain? Oui. Alors, je vais faire très concis pour laisser vraiment de la place à Marine, c'est plus intéressant. Euh, En fait, et comme vous l'avez très bien dit, Alexandre, aujourd'hui, on est face à des jeunes qui sont dans des situations de précarité telles et des situations de danger qui font que ce qu'ils vivent au quotidien ont un impact sur leur état de santé en premier lieu, et notamment la santé physique. Quand on les rencontre, quand on se présente, leur première demande, ça va être: j'ai mal aux dents, j'ai une plaie ici, je me suis ouvert le crâne, je me suis fait, excusez-moi, mais défoncer la tête hier par un groupe de jeunes. Et donc, nous, c'est notre porte d'entrée avec ces jeunes-là, parce que c'est, on va dire, plus ou moins facile de pouvoir répondre à cette demande et de les accompagner. Et c'est par ce biais qu'on va créer ce lien et ensuite poursuivre l'accompagnement. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez compris, il y a une psychologue, une art thérapeute, une médiatrice en santé. Ces différents intervenants, elles ont cette spécificité hors la rue qu'elles interviennent en rue auprès des jeunes dans une équipe pluridisciplinaire. Et donc, elles sont dans l'obligation
vraiment d'adapter leur pratique à la réalité du terrain, aux contraintes du terrain et aux besoins des jeunes. Donc, c'est vraiment un montage de dispositifs très spécifiques qui sont sans cesse pensés et réfléchis par ces professionnels. Merci Séverine. Alors, Marine, donc, vous êtes médiatrice santé. Absolument. Encore aujourd'hui, dès ce matin, vous étiez même sur le terrain. Donc, merci d'être là ce soir. Qu'est-ce qu'une médiatrice santé et quel est votre rôle vis-à-vis de vos collègues terrain? Alors, moi, mon travail, du coup, il s'inscrit vraiment là, dans cette volonté de diminution des inégalités sociales d'accès à la santé, d'accès aux soins. C'est un peu dit comme ça, mais en fait, je peux représenter du coup une espèce d'outil qui vise justement à rétablir cette équité d'accès au système de santé en adaptant et en personnalisant les accompagnements. Donc, c'est-à-dire prendre en compte, vraiment pour résumer, prendre en compte les ressources et les besoins du public et pour essayer de personnaliser au mieux l'accompagnement qu'on va leur proposer, de l'orientation jusqu'à vraiment l'hôpital en tant que tel ou le centre de santé en tant que tel. Ça peut aller même jusqu'à du plaidoyer, quoi, finalement. Et c'est un poste qui est assez central parce que du coup, je vais à la fois représenter c'est-à-dire comme une éducatrice, moi je suis en rue avec des éducateurs et du coup je vais voir les jeunes sur le volet santé et l'idée c'est de créer une demande ou de générer cette demande-là ou qu'ils la génèrent eux-mêmes finalement, d'orienter en fonction des besoins et puis d'accompagner et toujours dans ce travail en fait d'adhésion vers le soin. Et je peux aussi être du support, c'est-à-dire un support aux éducateurs avec les connaissances que je peux avoir à faciliter les orientations, à appeler la bonne structure, à leur conseiller sur quoi dire aux médecins, etc., etc. Donc voilà ce que je fais au quotidien. D'accord, merci. Et quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez? Alors, les principales difficultés que moi je peux rencontrer, c'est le fait que ce sont des jeunes qui ne sont pas sujets, enfin, c'est-à-dire, on pourrait en discuter pendant longtemps, mais il faut être très rapide. En fait, c'est des jeunes qui appartiennent à des groupes sociaux, familiaux, du coup, en situation d'exploitation. Et le principe même de l'exploitation, c'est d'agir pour quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'ils font quotidiennement. Donc, c'est-à-dire qu'eux ne sont plus sujets. Donc, leur corps n'est finalement pas vraiment leur corps, psychiquement en tout cas. Et du coup, c'est très compliqué de travailler sur le corps et sur la santé, matérialisée par ce corps-là, et de les orienter et de prioriser ça, même si, effectivement, comme l'a dit Séverine, ils peuvent venir nous voir et nous dire j'ai mal aux dents. Mais finalement, ça ne veut pas dire grand-chose pour eux, j'ai mal aux dents. Et du coup, faire de cette demande-là quelque chose d'assez concret derrière et de créer du parcours de santé, sur des jeunes ados, enfants qui ne se sentent pas sujets d'eux-mêmes, ça peut être une grosse difficulté. Puis, donc ça va dans la priorisation pour eux, c'est pas une priorité pour la santé. Ils ont aussi des grosses représentations très négatives du soin parce que le rapport aux soins, c'est les urgences pour eux. Et les urgences, je ne sais pas si vous êtes déjà allé aux urgences. En tout cas, moi, je suis infirmière et j'y ai travaillé de l'autre côté. Et je sais que bon, la plupart des gens n'ont pas une bonne avis des urgences qui est plutôt normale. Mais en tout cas, c'est quand même, ils ont une représentation du soin qui est celle-ci et une représentation des soignants liée à aussi des discriminations vécues. En tout cas, c'est très négatif pour eux, c'est très péjoratif l'hôpital. Et puis après, il y a un aspect aussi, bon, papier d'identité, tout ça, ça peut représenter des limites parce que quand il n'y a pas de CMU, ça veut dire passer par d'autres structures qui produisent des soins gratuitement, donc des passes. Je ne sais pas si vous connaissez les passes, mais c'est tout un tas de partenariats à établir et d'orientations à créer. Donc, ça représente aussi des limites sur la manière dont on peut créer ces parcours-là de santé. Et du coup, c'est aussi l'aspect prise de rendez-vous. Une fois qu'on a une CMU, on peut prendre des rendez-vous chez un médecin, on a une couverture sociale, une CMU ou une AME. Mais du coup, pour certains jeunes, et notamment de publics spécifiques, c'est-à-dire les mineurs non accompagnés algériens dont a parlé Séverine, et les jeunes filles en errance, leur vie d'errance les amène à polyconsommer, donc consommer énormément de produits stupéfiants. Donc en l'occurrence, c'est pas vraiment des produits stupéfiants, puisque c'est un mésusage en fait, de médicaments. Notamment du Lyrica et du Rivotril, donc prégabaline et benzodiazépine, deux molécules, qui sont deux médicaments du coup qui en fait ont des effets très néfastes sur leurs repères spatio-temporels et du coup ils ont des grosses difficultés à se mobiliser sur des rendez-vous et à
à comprendre cet intérêt-là d'être à l'heure, etc., etc. Donc ça, c'est des limites quotidiennes, mais on arrive à les surmonter de temps en temps. Et voilà. D'accord. Alors, pour le côté urgence, en tant que pompier volontaire, je comprends tout à fait. Et Pas du coup, pour cracher sur les urgences, c'est vraiment pas. Mais... voilà. Alors, par contre, justement, le fait de les approcher et les accrocher par la santé, est-ce que ça permet de garder un lien plus longtemps avec eux et de pouvoir conserver ce lien qui a été créé justement à travers la santé? Alors, c'est un vrai levier, la santé. Déjà, sur le premier contact, comme on en a parlé, parce que c'est assez étrange, mais la santé, c'est quelque chose de très personnel et très impersonnel à la fois pour ces jeunes. Parce que dès qu'on creuse, c'est très intime donc, de parler de sa santé. Mais en même temps, ils nous en parlent assez directement. Donc, c'est un contraste assez marrant. Enfin, marrant est peut-être pas le terme, mais en tout cas, c'est c'est surprenant. Et qui nous parlent aussi rapidement de leur santé. Et au final, quand on creuse, effectivement, il y a cette barrière-là, ces couches-là qui commencent à petit à petit au fur et à mesure du lien. Mais en fait, le lien, de toute manière, il est partout. Et une fois qu'on arrive à ce lien-là, alors que ce soit la santé, effectivement, la santé, c'est très facilitant parce qu'il y a ce premier contact-là et on peut rentrer par là. C'est vraiment une bonne porte d'entrée. Mais après, une fois qu'il y a le lien, on peut après parler de santé. Et effectivement, je pense que c'est aidant sur la continuité parce que ça permet de relancer le jeune sur des aspects de sa vie et très douleurs, on va le dire comme ça, parce que la plupart des jeunes aussi, c'est ça, c'est des douleurs. Donc, on peut remobiliser un jeune pour ça. Mais après, je pense que le lien, de toute manière, que peuvent avoir certains éducs sans la santé, peut être complémentaire. Et la santé peut se rajouter à ça comme un complément, mais c'est vrai que c'est un tout qui est représenté vraiment par le lien. Mais la santé fait la différence plutôt sur l'approche, enfin sur l'accroche, pardon, lapsus, mais et sur l'adhésion après dans le parcours de soins sur vraiment, ça peut représenter cette espèce de base, mais à laquelle se rajoutent plein de choses. D'accord, merci. Et dernière petite question, quelles sont les perspectives futures et côté outils, partenariat? Alors, côté outils, comme j'en ai un peu parlé, on a des jeunes qui polyconsomment, enfin, qui ont des conduites addictives assez fortes et qui consomment beaucoup. Donc, du coup, on essaie de se fixer comme objectif de créer des outils à leur destination de prévention, en fait, de réduction des risques. Donc, on est en train de se pencher là-dessus. Les partenariats aussi, parce que voilà, pour toutes les difficultés dont j'ai parlé juste avant, sur les rendez-vous, sur l'adhésion, etc., ça peut être très compliqué aussi de se lancer dans justement du curatif d'adhésion. Déjà, c'est deux termes qui ne vont pas trop ensemble, le curatif et l'addiction, pardon, pas l'adhésion. Le curatif et l'addiction, c'est-à-dire que voilà, ces jeunes-là, pour arrêter de consommer ou en tout cas réduire, alors qu'ils sont encore en rue, qu'ils sont encore dans des réseaux de traite des êtres humains, qui ont encore énormément de chemin devant eux, c'est très compliqué. Donc, on essaie de créer des outils justement pour faciliter leur demande, en tout cas, de sevrage, mais aussi pour qu'ils puissent voilà, réduire leur risque à consommer en rue, parce que c'est surtout ça dont il est question. Sur une vingtaine de jeunes qui consomment, très peu vont arrêter. Et en fait, finalement, ce n'est pas forcément la question. L'idée, c'est plus qu'ils aient les informations et les tenants pour pouvoir comprendre ce qu'ils prennent et à quel niveau ça se joue. Donc voilà, on essaie de créer beaucoup là-dessus. Et après, sur les partenariats, là, je parlais spécifiquement de l'addition, mais on continue à essayer de travailler avec toutes les institutions. Alors, moi, c'est plus au niveau du coup médical, paramédical, et on travaille vraiment avec les hôpitaux, les CMS, les centres médicaux, pardon, les centres de planification, les CPEF, les PMI aussi. Enfin, tous les acteurs en fait avec lesquels les jeunes peuvent être amenés à être orientés. Donc du coup, on continue tout ça sur l'Île-de-France. D'accord, je vous remercie beaucoup Marine et puis je voudrais en profiter pour vraiment remercier Séverine parce que vous nous avez vraiment énormément aidé, Christine et moi, à préparer ce rendez-vous. Donc vraiment merci de la réactivité et les différents échanges. Maintenant, je vais laisser la parole à Manon qui va pouvoir répondre aux quelques questions qui ont été posées dans le chat et puis à d'autres.